Quoi de plus heureux que de vous savoir nombreux en train de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre confiance. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous nos deux juristes. Ils sont des étudiants de la 4e année de droit de l'université de Kinshasa. J'ai à ma droite Monsieur Honoré Baïloulaka. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est comme toujours, je suis très heureux de venir sur votre plateau, sur ce cadre digne et responsable. Et je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que la nécessité m'exige de venir pour, n'est-ce pas, tailler bavette sur les questions qui fâchent et qui nécessitent ma partition, mon apport, de telle en sorte que le public qui nous suit soit éclairé et s'orienter pour l'intérêt général et l'intérêt collectif. Merci beaucoup. À ma gauche, nous avons Monsieur Brino. Maître Herman, je suis vraiment ragaillardi de se présenter encore dans ces beaux matins, malgré les climats lugubres, moroses et même maussades. Vous avez constaté, donc il y a eu vraiment, nous sommes pendant la saison sèche. Très heureux de parler sur la politique de mon pays, très heureux de parler d'une manière très technique et avec la maestria sur les questions purement juridiques, les questions qui font couler beaucoup d'encre. Donc je suis au moins très ravi d'être là aujourd'hui. Merci. Maître, Monsieur Brino, aujourd'hui nous pouvons toujours dire que l'Union sacrée est majoritaire alors que nous avons vu le président appelle le sénateur pour dire ne pas faire obstacle à la justice, mais le sénateur, par vote, refuse de livrer Matata Pone. Est-ce que nous pouvons toujours dire que l'Union sacrée est majoritaire au Parlement? Après l'arrêt 1453 de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation des dispositions mieux de la disposition constitutionnelle qui préconisait les mandats impératifs du député, c'est dégagé un constat. Le constat selon lequel les bureaux avaient fait ce qu'on appelle la réqualification d'une nouvelle majorité, à l'issue duquel l'Union sacrée était majoritaire. À votre question de savoir si le fait pour l'Assemblée nationale ou le Sénat, de faire quoi? De faire obstacle à la justice, alors que le président l'avait bien le bien. Si ça met en mal l'Union sacrée, passez-moi l'expression, je veux dire que l'acte fait par le Sénat, c'est un acte démocratique. Ça vient dans un état des droits et un état des droits constitutionnels sont des concepts différents. La procédure ou le droit sans procédure n'est pas le droit. Les droits marchent, les droits riment avec ce qu'on appelle la procédure. Et la procédure d'arrestation d'un sénateur, il faudra que le procureur puisse demander l'autorisation au niveau de la chambre en question où les sénateurs ou les lits se retrouvent. Et dans le cas spécifique, le Sénat, par les pouvoirs qui lui reconnus, et partant de l'article 113 du règlement intérieur du Sénat, les votes est individuel, les votes a été fait, et maintenant, avait gagné les paris. Oui, mais la question est de savoir, bien que le président les avait convoqués, les a instruits de ne pas faire obstacle à la justice, mais quand même, après vote, nous avons remarqué que c'était question de la majorité parce qu'il s'agissait des votes. Est-ce qu'on peut toujours qualifier cette majorité-là, l'Union sacrée? S'il faut toujours faire référence à l'arrêt 1453, la Cour constitutionnelle, je crois bien dans le 4e feuillet, avait bien précisé en disant que la liberté d'opinion, les députés est caractérisée par une liberté d'opinion de la prise de cette décision. Et donc je crois que c'est une décision salutaire dans la mesure où, dans un état de droit, il faut également que la liberté d'opinion, la liberté de pensée puisse être la règle d'or. Ok. Monsieur Baïloulaka, vous partagez la vie. L'Union sacrée est toujours majoritaire après avoir été mis en échec par le sénateur. L'Union sacrée a été mise en échec par le sénateur. Est-ce que l'Union sacrée conserve toujours sa majorité parlementaire? Déjà, je dois revenir sur la grande question. La
question qui fâche au sein de la nation est que celle de savoir la raison d'être, la rationalité, le côté positif et digne de l'option prise par les sénateurs. J'ai le malheur de travailler sur le contrôle parlementaire et j'ai le malheur d'être chercheur en droit public. Et donc, les parlementaires se sont prononcés. Mais la grande question, comme je vous l'ai dit, c'est celle de savoir est-ce leur avis, leur décision rentre-t-elle dans la rationalité de la démocratie parlementaire? Parce que les parlements incarnent même la centralité matricielle, n'est-ce pas, de la démocratie dans un État. Mon co-débatteur a bien dit, il a parlé d'un distinguo entre un État de droit et je n'ai pas senti cette démarcation-là. Mais j'ai défini l'État de droit parce qu'il y a bien d'auteurs qui définissent l'État de droit. Moi, je pense que l'État de droit, c'est un État auquel les gouvernés, comme les gouvernants, aussi bien les institutions de la République, tous sont soumis au respect de normes. Mais maintenant, que dit la loi dans la situation? Parce que le problème, c'est d'abord la demande de la levée des immunités de M. Matata Mponyo. C'est là que le bas blesse. C'est là que les Romains parlementaires s'appoignèrent et se sont même prononcés sur cette question. Alors, je vais dire ceci. Les parlementaires, d'abord, les sénateurs ne sont pas des parlementaires au sens technique du terme, parce qu'ils n'ont pas pour mission de contrôler et de légiférer. Les députés nationaux sont à même de contrôler et de légiférer. Mais les parlementaires n'interviennent pas, les sénateurs n'interviennent pas pour contrôler les gouvernements au sens technique du terme. Mais n'est-ce pas? Ils ont intervenu. Ils ont désacralisé la démocratie parlementaire. Ils ont sapé même aux germes qui constituent le socle de la démocratie parlementaire. Pourquoi? Parce que c'est l'article 107 de la Constitution qui nous parlait des immunités parlementaires. Mais ce même article 107, c'est dans cet article que l'on détecte, suite aux lunettes constitutionnelles, qu'il y a aussi la question des inviolabilités qui est traitée dans cette même disposition de la Constitution. Mais les faits qui sont reprochés à M. Matata Mponyo, ce ne sont pas des faits qui sont commis alors qu'il est sénateur ou dans un sens aussi élargi, député national. Vous comprenez que les actes posés par M. Matata Mponyo, ce sont des actes auxquels il les a posés alors qu'il n'était pas encore sénateur. Merci beaucoup. Juste pour permettre à la justice de fonctionner, la justice a demandé l'autorisation auprès des sénateurs parce que c'est une exigence. Là, nous avons compris. Monsieur Bruno, nous pouvons dire que les sénateurs ont fait obstacle à la justice. Déjà, je dois placer certains préalables. En fait, nous sommes dans une émission, la démocratie doit même régner de la manière de gérer l'émission. J'ai senti un peu un déséquilibre. De l'autre côté, vous avez accordé plus de minutes et même les téléspectateurs également ont constaté cela. Je suis juste. De mon côté, j'ai constaté qu'il y a eu des tierces et secondes. Je suis juste. Donc, je suis un peu malheureux de le dire ainsi. Je crois qu'à la suite, vous allez quand même arranger. Merci. À cette question. En fait, il ne faudra pas faire de l'amalgame. Ici, le procureur n'a pas saisi le Sénat pour la levée des immunités. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Il faut regarder les réquisitoires du ministère public, même du procureur après la Cour constitutionnelle. Le procureur après la Cour constitutionnelle, je l'ai dit sans peur d'être contredit, et sans atermoiement, que ces derniers a saisi le bureau du Sénat ou encore le Sénat pour autoriser les poursuites. En fait, je ne sais pas si en droit, il ne faut pas faire de l'amalgame, enfin, ce qu'on appelle de la conceptomanie. Je ne sais pas, la maladie des concepts. Il ne faut pas digérer cela. Nous parlons ici de l'autorisation des poursuites. Parce que les immunités, comme vous le savez, conformément à l'article 107, les immunités, c'est pour les opinions émises par un parlementaire dans la plénière et même dans la session. C'est ça les immunités parlementaires. Okay. Donc, s'il faut quitter l'espace territorial au niveau du plénière, nous tombons dans ce qu'on appelle l'inviolabilité. Et là, les sénateurs ou les parlementaires tenir à l'inviolabilité. Vous me parlez si c'est une obstruction à la justice. Vous savez,
je ne suis pas venu ici pour enseigner les droits constitutionnels, encore que je ne suis pas l'enseignant des droits constitutionnels. On doit se mettre d'accord sur certaines choses. Un état des droits constitutionnels, c'est aussi un état où la procédure juridique doit être respectée à la loi. La procédure vient en sorte qu'avant d'arrêter un parlementaire, il faudra nécessairement et même préalablement demander l'autorisation des poursuites au sein de la chambre à qui appartient le parlementaire. Dans le cas sous l'examen, le Sénat a refusé. Qu'est-ce qu'il faudra dire? C'est un délit de justice. Non. Les termes qu'on peut employer par extension, on peut dire c'est un délit de la démocratie et non un délit de justice. À mon humble avis, du point de vue du droit constitutionnel, la procédure a été respectée. C'est ça même un état de droit, où le gouvernant et le gouverné sont tous soumis à la loi. Je vous rappelle que l'arrêt 975, sur l'arrêt déclarant la conformité des règlements du Sénat, avait bien dit que le règlement du Sénat est constitutionnel. Et si vous arrivez à l'article 113, on va vous dire quoi? Lorsqu'il y a une question, un réquisitoire du ministère public pour l'autorisation des poursuites, le Sénat institue ce qu'on appelle des commissions. Une commission qui va étudier le réquisitoire du ministère. Après quoi, cette commission va faire rapport à la plénière. Et la plénière va procéder par les votes. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'il faudra faire une gymnastique juridique pour éviter de la juriscomédie. L'article 113 de ces règlements les dispose clairement que le vote est individuel. Et il ne faudra pas violer la liberté du vote. Et donc les sénateurs, dans cette liberté d'opinion, ils ont décidé de ne pas autoriser. Mais ce n'est pas la fin. Ils sont en droit. Les procureurs, de la même manière qu'ils avaient saisi le Sénat, peuvent aussi un bon matin se réveiller afin de saisir encore, de ressaisir encore le Sénat. En fait, il n'y a pas un délai de prescription où il n'y a pas de temps mort. Non. Donc les mêmes procureurs, la même procédure, ils peuvent encore saisir le Sénat. Et je pense, à mon humble avis, que s'il y a des éléments probants qui prouvent la culpabilité même, même la charge des manipulations d'appoint déjà, je crois, à mon humble avis, le même Sénat qui a refusé, c'est le même Sénat qui va aussi autoriser le poursuite contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Merci beaucoup, monsieur Bayouloulaka. On dit que on a respecté la procédure. Alors, pourquoi on pointe du doigt au sénateur alors que la procédure a été respectée? Voilà, je suis ébahi, je suis perdu, parce qu'ici, il y a un concept qui a été utilisé, l'amalgame juridique. J'ai le malheur d'être aussi libre dans mes pensées, dans mes réflexions. Vous savez, il y a un contraste. Il y a vraiment un contraste qui fait que, sur la même situation, sur les mêmes faits, les sénateurs n'ont pas voulu accorder, selon le mot ou le terme de mon co-débatteur, le poursuite contre M. Matata Ponyo. Mais les députés nationaux ont permis et ont autorisé que toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire ou dans la situation ou dans la question qui fâche des Bukangalonzo soient entendues par la justice. Il y a un contraste. Il y a un problème. Je reviens maintenant sur la question. Mais donner ou refuser, c'est constitutionnel. Mais c'est ça. L'Assemblée nationale a donné, mais le Sénat a refusé. Voilà. C'est ça le grand problème. J'ai dit, dans une même institution, parce qu'il faut prendre le Parlement comme une institution, comme un corps. Oui. C'est-à-dire, le Sénat ne doit pas prêcher à l'encontre des vertus démocratiques ou des vertus de la démocratie. La démocratie, oui. La démocratie, n'est pas le fait de faire ombrage ou obstruction à la justice. La démocratie, c'est concourir à la rationalité. Et cette question que vous me posez me renvoie dans une réflexion plus philosophique. Et raison pour laquelle je vous ai fait montre que c'est inconcevable de voir dans une même institution les deux corps qui constituent cette institution se diviser sur la même question. C'est-à-dire pour poursuivre l'auteur principal, l'auteur présumé de ces actes de détournement, on interdit à la justice de poursuivre ou d'avancer, c'est-à-dire de poursuivre M. Matata Ponyo, mais on autorise au moins les personnes qui sont citées comme complices soient entendues. Mais
dans cette logique, je dirais tout simplement qu'au sein du Parlement, et plus précisément au Sénat, il se développe ce que j'appelle, parce que je suis juriste constitutionnaliste de formation, je développe ce qu'on appelle la solidarité institutionnelle débile. Et la solidarité institutionnelle débile, c'est lorsque les animateurs d'une institution se soutiennent mutuellement pour faire en sorte que les citoyens ne se retrouvent pas. Donc, ils font de leur mieux pour que, même si l'un d'entre eux commet un mal, ils font de tout leur possible pour que celui-là soit protégé. Merci beaucoup. Alors que c'est saper, c'est dénaturer la vraie raison, Arrêtez, la rationalité de l'état de droit. Merci beaucoup. Monsieur Bruno, est-ce que vous, étant juriste, il y a une possibilité de poursuivre les complices alors que l'auteur présumé n'est pas poursuivi? Y a-t-il une possibilité? Je sais pas. Je dois dire que ça me fait toujours mal. Ça me fait toujours mal. C'est avec jubilation que je l'ai dit. En fait, nous sommes en droit. En droit, on doit respecter certaines procédures. Qui est complice, qui est auteur? Mais pourquoi parler de complice, pourquoi parler d'auteur? Nous sommes en droit. Qui est complice, qui est auteur? L'auteur, on voit Matata Ponyo. Qui est auteur? Mais on voit Matata Ponyo, c'est lui le chef. Partons de quoi? C'est lui le chef. C'est moi qui pose les questions. Merci, monsieur. Merci, c'est parfait. C'est ce que même je voulais. En fait, Ok. c'est vous pousser à réfléchir ensemble juridiquement que les procureurs n'ont pas dit que Maître Ponyo c'est un auteur, les procureurs n'ont pas dit que Madame Louise Munga, que vous ignorez les noms, est aussi complice. Non. Bon, j'ai entendu dire ici qu'il y aura une sorte, une sorte plutôt, passez-moi l'expression, une sorte de contraste, même du contraste. Je ne sais pas, du contraste à l'égard de moi, bien à l'égard du Sénat. Le Sénat a autorisé, l'Assemblée nationale n'a pas autorisé. Mais c'est ça l'état des droits. En fait, je ne sais pas si on n'arrive pas à comprendre l'état des droits. C'est ça l'état des droits. Je vous ai dit, j'ai soulevé la règle. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ce qu'on appelle de la juriste comédie. Je vais toujours, s'il faut parler du droit, on doit faire référence au texte. Au texte qui régisse le pays. Je fais référence à l'arrêt ARCOS 1453 de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a si bien dit que pendant l'exercice de ses fonctions ou encore de sa fonction, les députés ou les parlementaires est lié par ce qu'on appelle la liberté, les principes de la liberté d'opinion ou de pensée. Mais oui, et lorsque les députés estiment que non, il faudra autoriser, et que les sénateurs disent que non, il ne faudra pas autoriser, mais c'est quoi ça fâche? Ça fâche où? C'est la loi, en fait, c'est là, il n'y a pas de droit sans procédure. Et on ne peut pas placer la charia encore de but, non, il faudra respecter. Et donc, je crois que à ce niveau-là, on doit se mettre d'accord de tous que la procédure légale a été respectée. Merci beaucoup. La procédure légale a été respectée. Si vous allez faire le toilettage, après la question. L'IGF applaudit par certains. Est-ce que nous pouvons toujours dire que l'IGF fait bien son travail? Alors que nous voyons son travail sur les réseaux sociaux. Lorsque l'IGF inspecte, le résultat, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que nous pouvons toujours dire que l'IGF fait bien son travail? S'il faut faire le toilettage, vous allez faire. Avant de répondre à la question que vous me posez sur l'IGF, l'inspection générale des finances, qui fait partie des institutions qui concourent au fonctionnement de la présidence, pour faire asseoir la vision que le chef de l'État, à tort ou à raison, prône pour instaurer un État de droit, j'aimerais d'abord revenir, non pas pour faire les toilettages, parce que je trouve que le terme n'est pas approprié, mais pour fixer les esprits. Ici, nous ne sommes pas dans une bataille, mais nous sommes dans un échange de réflexions qui puissent nous permettre et apporter des solutions dans les questions qui fâchent au sein de notre nation. Alors, le problème, c'est quoi? Citer l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la large compréhension ou
les larges pouvoirs accordés aux députés et sénateurs de ne pas être totalement dépendants aux partis politiques et regroupements politiques qui les ont permis, n'est-ce pas, de devenir soit sénateurs ou députés nationaux, n'est pas synonyme de soutenir ce que j'appelle la solidarité institutionnelle des villes. Merci beaucoup. Pourquoi, monsieur le journaliste? Je dois m'atteler sur ça. Sur votre question, je vais y répondre même dans 3 secondes. Je vais y répondre même dans 3 secondes. Mais c'est important ce que je suis en train de dire. Donc, c'est là, le mandat des parlementaires n'est pas impératif. Cela ne voudrait pas dire que les parlementaires doivent se soutenir pour le mal. Les sénateurs ne doivent pas se soutenir pour le mal. Il faut lire la Constitution. Parce que l'interprétation qu'a fait, n'est-ce pas, qu'a faite la Cour constitutionnelle dans son arrêt, qui venait d'être soulevé par mon co-débatteur, ne donne pas pouvoir aux parlementaires, n'est-ce pas, aux sénateurs, de pouvoir réfléchir contre l'intérêt de la nation. Réfléchir contre l'intérêt de la nation, c'est faire obstruction à la justice de ne pas procéder à ces activités pour dire les droits. Maintenant, je reviens sur l'IGF. L'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, telle que créée par l'ordonnance du président de la République, c'est une institution qui concourt, n'est-ce pas, pour permettre... Elle fait bien son travail. Non, elle ne fait pas bien son travail. Merci, parce que nous constatons, il y a la logique de 2 poids 2 mesures. L'IGF ne fait pas bien son travail. Logique de 2 poids 2 mesures. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir ou on peut accepter d'abord la proposition de Martin Fayoulou qui parle de la dépolitisation de la CENI? Est-ce qu'on peut concevoir? Merci beaucoup, M. Armand, pour la question. 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît. Sur la dépolitisation de la CENI. En fait, aujourd'hui, la politique où qu'exercent les politiciens congolais, c'est la politique du populisme. Nos politiciens, j'ai toujours l'habitude de dire, ce sont des matamors, des personnes braves en ce qui concerne l'éloquence, la parole, la rhétorique, avec des discours démagogiques, avec des discours dépourvus de toute rationalité et de toute vérité. La dépolitisation de la CENI. Mais qu'est-ce que vous entendez par dépolitisation de la CENI? Est-ce que c'est le fait pour la CENI de ne pas voir comme animateurs les membres de la majorité parlementaire? Est-ce c'est le fait pour la CENI de ne pas voir comme les animateurs les membres de l'opposition politique? Est-ce c'est le fait pour la CENI d'avoir totalement et plus globalement comme animateurs les membres de la société civile? À mon humble avis, je crois que les mots dépolitisation, en fait, c'est pas un freinage. En fait, n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? C'est dans ces mêmes pays où nous avions eu 3 cycles électoraux, en 2006, en 2011, où, comme président, nous avions eu que les personnes de la société civile. Et c'est quoi les résultats? C'était quoi les résultats? Voilà les résultats. Oui. Pouvons-nous, pour répondre à cette question, dépolitiser la CENI? 30 secondes, s'il vous plaît. La dépolitisation de la CENI, monsieur le journaliste, me demander d'y répondre dans 30 secondes, c'est m'imposer une gymnastique quasi impossible. Mais dis-moi, je vais y répondre. Laissez-moi répondre sur cette question. Mon co-débatteur a répondu sur cette question. La dépolitisation de la CENI, c'est une nécessité. Pour moi, c'est une nécessité. Le fait pour nous d'être matures au jour d'aujourd'hui pour avoir déjà réalisé 3 cycles électoraux ne nous empêche pas de réfléchir sur la vraie dépolitisation de la CENI. Mais comment dépolitiser la CENI aussi longtemps que, déjà au sommet de l'État, nous ne sentons pas les vents de la dépolitisation? C'est un problème. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut vraiment vouloir les changements dans sa globalité et dans toute sa rigueur. Parce que souhaiter dépolitiser la CENI, c'est dire que toutes les élections qui ont été organisées n'ont pas été organisées à bon escient. Toutes les élections qui ont été organisées n'ont pas été organisées et n'ont pas été publiées conformément à la volonté du peuple. Et au jour d'aujourd'hui,
parler de la dépolitisation de la CENI, c'est soutenir la thèse de M. Martin Fayulu. Parce que vous le savez bien, que les élections, les dernières élections qui venaient de s'être organisées, ont subi la volonté d'un seul individu, M. Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui a fait en sorte que nous ayons un président de la République, c'est lui qui a fait en sorte que nous ayons les députés nationaux et les sénateurs. Merci sont beaucoup. tous corrompus. C'est bien que le président de la République essaie un peu de faire la différence. Mais c'est anormal. Merci beaucoup. Nous voulons la dépolitisation de la CENI, car cette dépolitisation va nous permettre d'avoir les animateurs qui sont là, non pas par la volonté d'un seul individu, mais plutôt par la volonté de la population congolaise. Merci beaucoup. La justice des poids des mesures. Carte visa. Qui peut détenir une carte visa? Je réponds à la question vite. 30 secondes, s'il vous plaît. Évidemment. Bon, s'il faut rebondir un peu, je pense que la thèse selon laquelle, affirmer la thèse selon laquelle que les animateurs actuels de nos institutions sont l'émanation pure de M. Joseph Kabila, je pense que ça serait une digression pompeuse ou encore une affirmation gratuite. Je pense que c'est jeter un discrédit sur les institutions de la République. S'il faut revenir à votre question, carte visa, qui doivent avoir les cartes visa? Déjà, il y a un système de la prédation financière, un système de la gabegie financière dans notre pays. Imaginez que des personnes qui n'ont pas qualité, mais détiennent des cartes visa approvisionnées par les trésors publics. Et si ce n'était pas le rapport de l'IGF? C'est pour ça s'il faut rebondir à la question, malgré que ça m'avait échappé, parce que vous ne me l'avez pas posé, je dois au moins dire clairement et même regarder les téléspectateurs pour leur dire que l'IGF nous a permis de connaître plusieurs secrets. C'est un secret des polichinelles que l'IGF a un bilan, jusqu'à là, un bilan un peu positif. Les cartes visa, je pense que l'argentier national, j'ai cité tantôt, son excellence ou encore le ministre Nicolas Kazadi a bien fait de pouvoir demander ou encore instruire au gouverneur de la Banque centrale d'annuler les différentes cartes. Mais aussi, il faudra faire recours à la justice pour que ces derniers puissent justifier. Et surtout, quand je parle des derniers, je fais allégeance aux personnes qui n'avaient pas la qualité d'avoir ces cartes crédit. Fort malheureusement, par la mégestion, par la gabégie, par un système de prédateurs, ils se sont retrouvés avec ces cartes. Merci beaucoup. Monsieur Honoré, Monsieur le journaliste, aujourd'hui, les députés ont reçu des jeeps. Ils ont reçu des jeeps. Alors qu'on pouvait donner ça, cet argent, 27 millions de dollars, on pouvait même donner pour l'Est l'état de siège. Et c'est là de... Bon, c'est là de l'Est. Oui. Mais on donne ça aux députés. oui. Est-ce que c'était d'abord nécessaire ou prioritaire? Vous me parlez, 30 secondes, posez la s'il vous plaît. question et puis vous mentionnez la portée substantielle de la nécessité ou pas. Je vais dire ceci. Les citoyens congolais souffrent. Et la nécessité ou l'urgence n'est pas d'abord la question des jeeps qui vont être remis aux députés. Parce que En tout cas, c'est vrai parce que nous courons derrière les temps. je suis très succinct sur cette Une question. minute. Je ne saurais pas être prolixe. Mais seulement, les députés sont payés. Les députés doivent bénéficier des émoluments. Et selon les informations que j'ai, et j'ai discuté avec le professeur l'honorable Mbao, et il dit il y aura une logique de retenue à la source. C'est-à-dire les jeeps ne sont pas des cadeaux qui sont, n'est-ce pas, donnés aux députés par le président de la République ou par qui que ce soit. Donc il y a une politique il y a une politique institutionnelle qui s'est instaurée au sein du Parlement qui a permis aux députés de pouvoir bénéficier de ces jeeps. Okay. Mais ces jeeps seront payés graduellement, c'est-à-dire le prix des ventes de ces jeeps seront payés graduellement suite à la retenue à la source des émoluments des députés. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. Votre dernier mot. Vous partagez la vie. Je ne partage pas la vie. Qui dit moi, c'est quoi dire? Président de l'Assemblée nationale, il passe pour dire que c'est un don des chefs de l'État. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, ils passent évidemment à son tour pour dire que non, c'est suite parce que les députés, ils ont constaté certains décès liés aux différents accidents.
que connaissaient à l'époque certains députés. Donc c'est sur base de ça que l'Assemblée nationale j'ai bon de nous offrir d'une manière un peu très très bonne. C'est différents types. Pour l'honorable Mbao, il dit qu'il y aura retourné la source. J'ai suivi encore l'honorable Mamba. Il dit que non, c'est un don, c'est après on va laisser. Maintenant, qui dit vrai? Je pense que s'il faut que les gens de mon ami Honoré et même au co-débatteur, que cette question n'était pas nécessaire et même prioritaire.